Et c'est la dernière chronique de l'émission. On parle nutrition aux 2 semaines. C'est le retour de Stéphanie Lemieux. Bon matin. Bon matin, Maxime. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Oui. Donc là, je vois que on a encore des accessoires. Oui. On va parler de l'huile de coco. Oui, exact. Est-ce que, c'est un gras saturé? Oui. Absolument, c'est pas très bon, ça. Exactement. En fait, on entend beaucoup de choses sur les huiles de coco qui auraient des vertus très santé et qui auraient un bel aura santé. Mais qu'est-ce qu'il y en est réellement? Comme tu le dis, c'est un gras saturé. Généralement, les gras saturés, on se dit c'est pas bon pour la santé cardiovasculaire. C'est démontré. En fait, la science s'obstine un peu, si on pourrait dire. De plus en plus, on découvre que selon le profil chimique du gras, certains pourraient être plus bénéfiques ou plus neutres, disons, sur notre santé que d'autres, que ce qu'on pensait avant. Donc, l'huile de coco, sa particularité, ces gras, effectivement, sont saturés, mais pourraient être utilisés, métabolisés différemment par le corps. C'est-à-dire que le gras, au lieu d'être utilisé un petit peu sous forme d'énergie, puis plutôt stocké, va être utilisé en plus grande majorité sous forme d'énergie. Donc, le gras est brûlé et utilisé pour fournir de l'énergie au corps, ce qui est différent des huiles habituelles qu'on utilise. D'où l'intérêt de l'huile de coco. On pourrait penser, est-ce que ça peut même induire une perte de poids? Est-ce que ça pourrait être bon pour notre santé en général? Eh bien, pour l'effet sur la perte de poids, c'est assez mitigé ou même, faut le nuancer à la baisse. C'est-à-dire que remplacer une partie de nos huiles par de l'huile de coco, c'est vrai, le corps va l'utiliser pour fournir de l'énergie, mais une étude s'est penchée là-dessus puis a remarqué qu'après 4 semaines, l'effet était complètement disparu. Donc, si c'est pour utiliser sur le long terme, l'effet disparaît après un bout de temps. Okay. Et puis, pour ce qui est de la perte de poids, c'est assez modeste aussi. On a observé une moyenne d'1 livre environ selon les participants de l'étude. 1 livre, c'est pas ça qui fait... tout là-dessus. Exactement. C'est pas ça qui fait la grosse différence. Puis pour ce qui est de la santé cardiovasculaire, les gras saturés, c'est ça, ça a la mauvaise presse. Dans ceux-ci, les gras saturés de l'huile de coco, effectivement, augmentent notre mauvais cholestérol. C'est ce que les gras saturés font en général, augmentent le mauvais cholestérol, donc favorisent le dépôt du gras dans nos artères, puis pourraient mener à des maladies cardiovasculaires. Okay. Dans ce cas-ci, oui, le mauvais cholestérol est augmenté, mais le bon cholestérol est également augmenté. Donc, on augmente le mauvais, mais on augmente le bon. Ça fait un effet plutôt neutre sur la santé du cœur. Donc, au lieu d'être 100% mauvais, il est even correct. Il est balancé. C'est ça, il est balancé, exactement. Donc, perte de poids, plus ou moins, effet sur le cœur, plus ou moins. C'est une huile qui peut être utilisée avec modération, mais comme tu le disais, pas nécessairement jeter notre dévolu que sur cette huile-là, parce qu'elle n'a pas d'effet cardioprotecteur ou d'effet protecteur sur notre santé. L'huile vierge contient beaucoup d'antioxydants, comme les autres huiles vierges. Puis, une huile d'olive ou une huile de canola, c'est prouvé, elle va avoir des effets plus cardioprotecteurs. Les oméga-3, même chose, ça va augmenter notre bon taux de cholestérol, ce que l'huile de coco fait avec plus de neutralité, si je dirais. Okay. Fait qu'on est mieux de se tourner en grande partie vers les huiles insaturées comme l'huile de canola, l'huile d'olive, puis d'intégrer celle-ci plus pour varier, ajouter une petite touche d'exotisme parce qu'il y a quand même le goût de noix de coco qui vient avec, faut aimer, mais pour varier, c'est intéressant. Puis c'est une alternative intéressante aussi au beurre pour les personnes végétariennes, voire végétaliennes, puisqu'elle a des propriétés semblables vu qu'elle est solide à température de la pièce. Ça peut facilement remplacer le beurre dans plusieurs recettes. OK. Chaque petit changement est toujours bénéfique. Oui, tout à fait. Puis ça ajoute de la variété, mais je vous dirais, est-ce qu'on en a essentiellement besoin dans notre cuisine? Non. Pas vraiment. Si on est curieux, pourquoi pas, mais c'est pas un essentiel dans la cuisine de tous les jours. OK. Parfait. Deuxième point, les jus verts. Les jus verts, oui. Es-tu un adepte des jus verts? Pas du tout. En fait, je savais pas exactement de quoi tu voulais dire avec ça, mais là, je comprends, mais non, j'en suis pas un adepte. Mais ça aussi, c'est un peu issu de la tendance vegan ou plus crudivoriste et tout ça. C'est des courants qu'on remarque de plus en plus de nos jours. Donc, les jus verts, grosso modo, ce que c'est un jus extrait qui aurait des propriétés détoxifiantes de par son contenu très, très concentré en vitamines, minéraux et antioxydants. Donc, qu'en est-il? Est-ce qu'un jus a le pouvoir de nous détoxifier, de nous décharger de nos toxines? Je mettrai une petite nuance aussi là-dessus. Donc, pour faire un jus vert, on met plein de fruits, plein de légumes, surtout des légumes feuillus ou même des betteraves, dans un extracteur à jus. Le jus extrait les fibres, conserve l'extracteur extrait les fibres et conserve le jus seulement, avec une partie des nutriments, mais pas tout. Des études qui se sont penchées là-dessus, justement, ont observé que le contenu en
en composés phytochimiques, en antioxydants et en vitamines seraient altérés. Certains légèrement à la hausse, mais d'autres à la baisse aussi. Okay. En plus de ça, on enlève les fibres, la pulpe, donc l'effet rassasiant des fruits et des légumes n'est pas là. Puis il y a beaucoup de nutriments qui viennent justement avec la pulpe, qu'on enlève complètement avec un extracteur. Donc, on se retrouve avec, oui, un liquide délicieux. C'est un jus excellent, fraîchement pressé, avec peut-être un peu plus de contenu en nutriments qu'un jus commercial. Par contre, le jus reste du jus, donc sucré, bien sûr. Fait que pour un verre de jus, qu'il soit fraîchement pressé ou commercial, peu importe, on a environ 4 à 6 sachets de sucre pour une seule tasse. Ce qui est quand même pas mal. C'est rare qu'on s'ouvre ou qu'on mange l'équivalent de 6 sachets de sucre comme ça. Ça frappe comme image quand même. Ça frappe, exactement. Par contre, quand c'est pris sous forme liquide, le corps n'a pas l'effet le liquide n'a pas l'effet rassasiant sur notre corps. Notre cerveau analyse moins bien les quantités de nutriments qu'on reçoit, dont le sucre. Et il n'y a pas cet effet de dire « OK, je suis plein, arrête de manger du sucre ou de boire du sucre ». Il n'y a pas ça avec les liquides, exactement. Donc, on absorbe des sucres et des calories qui viennent avec sans être rassasié. Donc, l'effet, c'est moins utile, si je dirais, au moins nutritif parce que, c'est ça, on absorbe des grandes quantités de sucre sans s'en rendre compte. Puis pour ce qui est des nutriments, c'est ça, la quantité peut être affectée à la baisse pour certains nutriments qui sont affectés par l'air et la lumière. Donc, dès qu'ils sont sortis de leur capsule de pulpe, je pourrais dire, ils deviennent rapidement fragiles et inactifs rapidement aussi. Donc, de dire que c'est un concentré de vitamines et minéraux, oui, on concentre certaines vitamines, mais on en perd aussi beaucoup. On perd des antioxydants, on perd les fibres. Donc, l'attrait du jus vert, c'est délicieux. On peut en boire à l'occasion, c'est le fun à faire et tout ça. Par contre, de se fier là-dessus pour avoir sa petite dose de vitamines quotidienne, je vous orienterais bien sûr plus vers le fruit puis les légumes frais qui vont vous rassasier davantage. Si vous aimez le principe, il y a toujours les smoothies. Les smoothies qui sont une alternative un peu différente. Le smoothie, la différence, c'est qu'on met tout dans le blender, dans le mélangeur, au lieu de l'extracteur à jus. On garde les protéines. On garde tout, on garde tout l'ensemble des nutriments, puisqu'il n'y a pas de perte, tout est là. Puis en plus, on peut ajouter des boissons végétales, des beurres de noix, du tofu mou, name it, tout ce que du yogourt grec, tout ce qu'on aime pour augmenter la valeur nutritive. Fait qu'on peut se faire une boisson plus nutritive qui pourrait bien... remplacer un repas au déjeuner? Exactement, qui pourrait bien concorder avec un déjeuner équilibré parce qu'on met plein de bonnes choses, puis là, va nous rassasier davantage que le simple jus. Fait que ça serait l'alternative verte. On peut mettre des épinards aussi dans notre smoothie. Fait que ça serait l'alternative plus nutritive là, au jus vert. J'imagine qu'il faut quand même faire attention à la publicité qui est faite par ces compagnies-là qui font la promotion des jus parce que j'imagine que ce qu'ils disent, ils mettent de l'avant, c'est que c'est ultra bénéfique alors que oui, mais pas tant. Exactement. Ça vaut pour tout en alimentation. Le marketing est là pour nous vendre. Ils ne pensent pas nécessairement à notre santé, mais en partie, disons. Mais c'est sûr qu'il y a une aura santé qui est créée autour de certains produits. Bon, l'huile de coco, les jus verts, ils s'en vendent acheter. Si vous voulez les faire, je vous encourage de les faire maison au moins, de les extraire avec votre propre machine. Mais oui, c'est ça, cette aura santé-là du marketing vient pas nécessairement nous aider, vient flouer le consommateur. On pense que c'est la nouvelle merveille ou des aliments miraculeux qui ont toutes les propriétés. Ça n'existe pas encore. Si ça existait, on le saurait vraiment. On vous le cacherait pas. Fait que oui, c'est ça. Il faut faire attention à ce que l'industrie veut nous vendre, bien sûr. Il faut utiliser ça avec du gros bon sens puis un petit grain de sel. Parfait. Merci beaucoup, Stéphanie. Toujours intéressant. Merci à toi. Dans 2 semaines. À bientôt.